Et je tiens aussi à remercier tous et toutes les collègues du laboratoire d'ingénierie de linguistique de m'avoir offert quelques semaines de véritable plaisir à Orléans, que j'espère pouvoir allonger au cours de futurs séjours. Avant de commencer un peu formellement cette conférence, je voudrais faire 2 remarques, 2 disclaimers. Première remarque, après une première présentation en français lors d'une data session la semaine dernière, celle-ci va être ma 2e présentation ever en français, scientifique en français. Donc je vous prie d'excuser, voilà, j'ai préparé un petit texte que je vais suivre en tant que un peu actrice théâtrale, mais quand même il va falloir que je lise un peu. Et d'excuser si mon français s'égare parfois dans des terrains un peu inconnus, un peu plus espagnol, on verra. Parfois des termes font un petit bal dans ma tête. 2e disclaimer, l'interdisciplinarité du sujet que je vais aborder aujourd'hui, qui est la médiation pénale, c'est entendu, sous la forme concrète d'une conférence restaurative, pourra donner l'impression à certains moments qu'il y a ici peu de linguistique et beaucoup d'explications sur divers aspects externes qu'il est nécessaire d'exposer pour bien comprendre toute analyse des données sur lesquelles mon équipe travaille. Par exemple, je devrais expliquer ce qu'est la médiation pénale ou quels sont les détails concrets, personnes, faits du cas que je vais présenter aujourd'hui. Donc, je vous demande un tout petit peu de patience avant d'arriver proprement aux aspects de l'analyse de la conversation, de l'interaction et de l'analyse narrative que j'espère que vous trouverez intéressant. Alors, pour situer cette présentation, vous avez vu tout d'abord le terme restauratif, conférence restaurative, dans le titre de la séance d'aujourd'hui. Nous nous plaçons donc dans la perspective de la justice restaurative dans le domaine pénal. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a des gens qui connaissent et des gens qui ne connaissent pas du tout ce qui est la justice restaurative. La perspective restaurative complète sans s'y opposer la perspective traditionnelle de la justice pénale qui est de type rétributif. Qu'est-ce que c'est le type rétributif? Une personne commet une infraction, agression plus ou moins grave, agression physique, intimidation verbale, mais aussi viol, meurtre, contre une autre personne. Les juges examinent les faits, déterminent des responsabilités et après un verdict de culpabilité, l'auteur ou l'autrice de l'infraction purge sa peine, paye pour le tort causé à la victime et à la société en général. En espagnol, on dirait qui l'a fait le paye, qui l'a fait la part. Donc c'est ça la rétribution, on pourrait dire. Donc nous connaissons bien, c'est le modèle général, le plus courant, le modèle rétributif, qui fonctionne vraiment bien à un certain niveau, et voilà, on ne va pas s'opposer à ça, on ne va pas l'éliminer, pas du tout, mais bien sûr que non, mais qui, selon diverses écoles de pensée dans le domaine du droit, de la sociologie, est parfois insuffisant pour les victimes, qui ne se sentent pas suffisamment prises en compte ni suffisamment réparées dans un processus judiciaire qui est nécessairement froid et procédural. Voilà, les juges peuvent avoir de l'empathie, mais ils ne peuvent pas la montrer justement en victime. Et le processus même est super froid et vraiment, on dirait routinaire, c'est froid à la fin. Dans la perspective restaurative de la justice vise à ouvrir d'autres voies complémentaires sans jamais remplacer l'attribution et rétribution des responsabilités pénales, permettant aux victimes de se sentir prises en charge de manière globale. Donc je sais que ce sont de gros mots, mais voilà, ça c'est l'intérêt primaire de la justice restaurative. Il s'agit de leur offrir un espace de soutien parallèle qui peut inclure un accompagnement psychologique et social spécialisé jusqu'à la possibilité même de rencontrer l'auteur ou l'autrice de l'agression. Dans notre but, a priori, que d'assister à la prise de responsabilité de la part de l'auteur de ses actes et des torts causés. Donc, lors de ces rencontres restauratives qui ont lieu toujours après un travail individuel mené par le médiateur avec chacune des parties,
Donc c'est pas qu'on s'assoit tout du coup ensemble. Il y a un travail auparavant qui est normalement assez complet, assez rigoureux de la part du médiateur, du facilitateur. Donc à ces rencontres restauratives, il n'est rien demandé à la victime, pas même de pardonner. C'est pas une question de voilà, veuillez m'excuser avant je vous pardonne, non, pas même ça. C'est justement de parler. Dans ces pratiques, l'objectif central et ultime est que la victime reçoive une forme de réparation morale. Alors, il est évident aussi que toute pratique restaurative aura aussi d'autres effets positifs au niveau pratique. Pas seulement le but principal qui est un peu, on dirait, intangible, intangible, non? Par exemple, pour l'auteur ou l'autrice de l'agression, cela peut favoriser une prise de conscience nécessaire à une bonne réinsertion sociale, après, permettant peut-être d'éviter des récidives futurs. Et pour la société dans son ensemble, le fait que les victimes soient réparées, même partiellement, et que les auteurs des infractions assument leurs responsabilités, peut avoir en général un effet bénéfique en améliorant la cohésion sociale et en favorisant une meilleure approche des problématiques pénales. Donc c'est encore un peu intangible, un peu abstrait, mais voilà, on dirait que peut-être même la société reçoit des bénéfices. Alors les outils et les pratiques qui s'inscrivent dans cette perspective, par exemple la conférence restaurative, sont variés et je vais le définir dans quelques minutes avec un peu plus de détails, mais ce qu'il faut souligner ici, c'est qu'il s'agit avant tout de pratiques dialoguées et interactives. Des pratiques d'interaction en face à face, où la parole et tout ce qui l'accompagne, bien sûr, la perspective multimodale, que vous connaissez bien, prosodie de gestes, regards et même la gestion de l'espace physique, vise à gérer le conflit d'une manière ou une autre. Et parfois, mais pas toujours, mais parfois, et on le verra à la conférence restaurative, à rechercher des accords permettant de resignifier ou de résoudre le conflit. Alors c'est là que nous, les linguistes intéressés par l'analyse de l'interaction communicative, intervenons. Ces dernières années, les relations entre conflit et médiation, comme Biagio, le professeur Houssi a dit, dans l'interaction humaine, on était au centre de nos projets de recherche, Medio Multideme. Biagio fait partie du External Board de ce projet, et notre équipe collabore avec diverses institutions professionnelles dédiées à la médiation, parmi lesquelles un service régional public de justice restaurative. Je ne veux pas donner plus de données pour rester un peu, vous pouvez imaginer, voilà, c'est régional, je ne vais rien dire pour le truc de l'anonymité, on dirait. Un service, comme je dis, régional de justice restaurative qui offre des services gratuits de médiation et d'activités restauratives au parallèle, c'est jamais en substitution d'eux, au parallèle au processus pénal géré par les tribunaux de la région. Notre corpus d'enregistrement de séances de médiation pénale, on entend médiation pénale en tant que terme un peu plus grand, même si on va voir les genres d'interactions dans ce domaine de la médiation pénale peuvent être différents parfois. Alors notre corpus comprend jusqu'à présent, il est vraiment en cours de construction, on vient de commencer, un total de 6 sessions, à peu près 1 heure chacune. 4 sessions ont été enregistrées en audio et vidéo, elles sont multimodales, et 2 uniquement en audio. Et parmi celles-ci, 5 sont des sessions de médiation pénale au sens strict. On va voir, c'est l'auteur, l'autrice et la victime qui parlent ensemble avec la présence ou avec l'aide d'un médiateur, d'un facilitateur. Mais l'une de ces sessions est celle que je vais présenter aujourd'hui, qui est un peu différente et un peu spéciale, qui est une conférence restaurative qui est uniquement audio. D'accord ? Et voici les points que je vais aborder dans les minutes qui suivent. Je commencerai très brièvement par définir ce qu'est une conférence restaurative en tant que genre interactionnel du discours. J'expliquerai aussi rapidement ensuite le cas, ou les 2 cas, parce qu'il y en a 2, qui sont traités à cette conférence restaurative en particulier.
et que l'on peut reconstruire sans grande difficulté à partir de la matière narrative même produite au cours de la session. Alors c'est une espèce d'archéologie narrative qu'on a fait finalement. Voilà. En effet, dans ce cas précis, le seul matériel auquel nous, comme chercheurs, avons accès est la session commune. On appelle la session conjunta joint session, sous forme, en ce cas-là, de conférence. Nous disposons, nous pourrions les demander, mais il ne faut pas trop embêter les médiateurs, et c'est déjà génial d'avoir la session conjunta, hein, la session ensemble. Et là, on voit voilà, l'interaction à trois, on dirait, trois parties, voilà, médiateur, facilitateur et deux parties. Donc, mais nous n'avons pas les enregistrements des séances de travail individuelles. Ça, c'est aussi un peu plus délicat parce que c'est le début du processus de médiation et c'est là que le médiateur, facilitateur peut gagner un peu la confiance des parties. Donc, c'est aussi un peu compliqué d'enregistrer ça parce que, spécialement au début, il faut vraiment avoir une ambiance étendue et voilà, les caméras ou même le videotapers ou audio tapers pourraient voilà, générer des soucis. Voilà. Mais quand même, il y a des séances individuelles et on voit tout le temps que le médiateur fait référence à les entretiens, les séances individuelles qu'il a eues avec chacune des parties. Voilà. Alors, vous verrez que le petit analyse que je vais présenter ici, ce n'est pas tout ce qu'on a fait, mais voilà, j'ai décidé de présenter d'abord une analyse générale de la macrostructure de la séance, dans laquelle j'expliquerai la séquence générale de déroulement de la session, ainsi que les deux grandes lignes narratives qui s'y construisent ou reconstruisent lors de la session. Voilà. Puis je finirai avec une petite perspective, deuxième perspective un peu plus micro, dans laquelle je présenterai des extras significatifs selon plusieurs axes. Voilà, on verra l'opposition entre action, émotion, motivation, perception lors de la reconstruction du récit, comment le médiateur, facilitateur est explicitement réflexif, et je vous montrerai à la fin voilà, deux petits exemples, comment les parties se mettent d'accord d'une façon unanime à un certain point, je l'expliquerai après, et comment finalement il y a un tout petit dialogue direct entre les parties, ce qui normalement n'est pas garanti dans la conférence restaurative. Un dialogue vraiment libre entre les parties, c'est assez rare, mais à cette conférence, les choses se sont bien déroulées et finalement le médiateur a décidé d'ouvrir cet espace. Alors, qu'est-ce qu'on avait avant ce petit dialogue de la fin à la conférence restaurative? Ce qu'on a à cette conférence qui revient à l'anglais Parliament, conversation, parlement, voilà, c'est quand même pas encore suffisamment transparent. Alors, c'est quoi une conférence restaurative? Ce sont des entretiens individuels du médiateur-facilitateur avec chacune des parties en présence de l'autre. Donc, ce n'est pas un dialogue au début ouvert à l'interaction normale entre les deux parties. Toutes les questions, c'est un compromis des parties. Toutes les questions du médiateur-facilitateur, moi je parle toujours en termes généraux, ça peut être une médiateur femme, ou médiatrice, pardon, disclaimer, voilà, langage inclusif. Toutes les questions doivent être répondues et en principe, comme je vous dis, il n'y a pas de dialogue direct entre les parties. Quand est-ce qu'on fait des conférences restauratives? Quand les cas, les sujets du conflit sont particulièrement complexes et normalement quand ils impliquent des proches, des gens de la famille, même des représentatifs de quelqu'un, des victimes, et aussi, surtout, quand il y a des mineurs impliqués. Là, on appelle un outil un peu plus, voilà, un peu moins souple, un peu plus rigide, mais c'est fait exprès dans les cas les plus compliqués, on dirait. Sinon, on a des séances de médiation pénale, deux parties, voilà, auteur, autrice, victime, médiateur, et là, c'est vrai qu'il y a un peu plus d'interaction, on dirait,
spontané ou pas tellement fixé, même si le médiateur facilitateur est toujours en contrôle de la parole. C'est pas une conversation normale, c'est pas une conversation super spontanée, et les chevauchements sont pas très fréquents, mais quand même, il y a une possibilité un peu plus ouverte d'interagir. À cette conférence, c'est vrai qu'à la fin, il y a un vrai dialogue, et je vais vous montrer un petit extrait vidéo pour que vous puissiez voir, entendre plutôt le ton et les attitudes derrière cet audio. Aussi, on a, et ça c'est assez intéressant, surtout on le voit dans les médias, dans le domaine des prisons par exemple, on a des cercles restauratifs que parfois ne mettent pas un auteur ou une victime en direct, en contact. C'est plutôt que l'auteur, par exemple quelqu'un qui est en prison, s'assoit dans un cercle physique avec plusieurs médiateurs parfois et avec des représentants de la communauté. Quelqu'un, n'importe qui, c'est pas n'importe qui, peut-être un travailleur social, peut-être quelqu'un qui habite près de la prison, peut-être quelqu'un qui a été victime d'un tort un peu plus pareil à ce que l'auteur vient de faire, etc. Donc ça c'est vraiment un travail de communauté et c'est vrai qu'aussi au domaine par exemple des communautés de voisins, ça se voit beaucoup. Pas beaucoup, de plus en plus on dirait. Et ça monte aux médias parfois et on pense plus à la justice restaurative sous la forme d'un cercle parfois, tout ce qui est communauté, restaurer un peu les liens sociaux, mais c'est vrai que ce qui est plus fréquent, c'est la médiation pénale. En Espagne, la médiation pénale est la plus fréquente, même au-delà, même plus que la médiation familière, médiation entreprise, médiation laborale, c'est la plus fréquente, la médiation pénale. Voilà. Alors, notre conférence restaurative, j'y arrive. Alors, c'est une photo typique, voilà. On a 5 personnes à cette session. On a le facilitateur, c'est un homme. Et on a, on dirait, première partie, donc vous voyez qu'il y a 2 personnes qui représentent les différentes parties. Voilà. On a 2 femmes. Celle-là, voilà, on appelle, c'est une grand-mère, avec sa fille, qui, on dirait, représente ou qui aussi parle au lieu d'une fille. D'accord ? Donc il y a une mineure là qui est représentée, même si la grand-mère, on va le voir, est l'autrice, et celle qui a commis les infractions et tout. Voilà. Mais le facilitateur, vu la complexité du cas, a décidé d'appeler les 2 ensemble. Voilà, la grand-mère et la mère de la fille. Puis on a, voilà, en parallèle, la mère et le beau-père d'un garçon. D'accord ? Le garçon est aussi impliqué à ce cas-là. Et les 2 sont des mineurs. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a pu reconstruire à travers voilà, la conférence en elle-même? On a pu reconstruire 2 épisodes qui construisent un peu le cas en général. Premier épisode, il y a un signalement pénal de la mère et le beau-père du garçon. Vous voyez, ils sont les victimes, on pourrait dire, le garçon, mais aussi le beau-père et la mère. Il y a eu un signalement pénal vers la grand-mère. D'accord ? Qu'est-ce qui s'est passé? La grand-mère est allée chercher la fille à la sortie de l'école. Donc, elle a pris le garçon, on ne sait pas si c'est physiquement ou elle a, on dirait, engueulé, je ne sais pas. Non, il a pris le garçon, elle a commencé à hurler au garçon. Et aussi à un moment donné, voilà, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous venez de faire? Qu'est-ce que vous faites avec ma grande fille? Donc, ce sont des reproches. Donc, apparemment, il y a un problème entre le garçon et la fille. Donc, la grand-mère a pris seulement le garçon et elle a commencé à crier, hurler. Et à un moment donné aussi, le garçon est d'origine portugaise. La grand-mère a même dit « Vete a tu país ». Voilà, truc xénophobe. C'est vrai qu'elle est une vraie personne de la région, on dirait. On l'entend par l'accent et tout. Voilà. Donc là, il y a un signalement pénal parce qu'on a eu une agression verbale, peut-être physique. Ça ne se détermine pas à la conférence en même, de la grand-mère au garçon. D'accord ? Et ce sont les parents qui ont fait le signalement parce que le garçon ne peut pas le faire parce qu'il est un mineur. Non ?
On a eu un deuxième épisode suivant, voilà, le conflit continue, ça monte. Et on a aussi un signalement civil vers ou contre la grand-mère de la part de la mère et du beau-père du garçon. Parce qu'à un moment donné, c'était pas le lendemain, je crois que c'était une semaine après, le beau-père a rencontré la grand-mère aussi à la sortie de l'école. Non, c'était pas à la sortie de l'école, c'était dans le centre de santé du quartier. Donc, vous voyez, ils partagent même un quartier, le même quartier. Ils se sont retrouvés et ils ont commencé à discuter haute voix. Et à un moment donné, le beau-père a commencé à sortir le GSM et a commencé à enregistrer la situation. Enregistrer la grand-mère, donc la grand-mère a tapé le GSM et le GSM a été cassé. Et c'est le beau-père qui signale la grand-mère pour des torts, material damage. Donc vous avez cassé mon... Voilà. Mais c'est un signalement civil, responsabilité matérielle. Donc c'est pas si grave, mais quand même. Mais là, le truc, donc l'auteur, c'est toujours la grand-mère, on dirait. Les victimes, c'est d'abord le garçon, puis le GSM, qui n'est pas une vraie victime, on dirait la mère, et aussi le beau-père. Super complexe, apparemment c'est vrai, ça a été prouvé, la fille était victime de bullying. On ne sait pas si le garçon était vraiment impliqué à ce truc de bullying, mais elle venait de souffrir pendant tout un an une situation de bullying. Et voilà, la grand-mère et aussi la mère 1, voilà, ils étaient vraiment stressés. Après le premier épisode, la fille a eu beaucoup d'honte et elle a vu que tout a vraiment monté et elle a tenté de se suicider après l'épisode 1. Donc vous voyez, c'est quand même vraiment très grave. Et pendant la session, on découvre, et là aussi on gère un peu la connaissance qu'une partie a de l'autre, et apparemment la mère d'eux, le beau-père, il savait aussi qu'il y avait un petit truc là. Apparemment, le garçon avait été aussi victime de bullying pendant 3 ans auparavant, pas à l'école présente, mais apparemment, oui, il avait été aussi victime de bullying. Donc, on a 2 victimes de bullying, une situation de bullying au présent, et aussi, entre un épisode et l'autre, on a eu une tentative de suicide. Donc, c'est vraiment quelque chose de complexe. Et c'est pour ça qu'on choisit la conférence restaurative, pour avoir les choses un peu plus organisées et pour pouvoir impliquer les adultes qui, à la fois, représentent les mineurs. Voilà. Alors, pour la structure générale, n'ayez pas peur, je vais dissectionner tout ça un tout petit peu plus. Veuillez noter d'abord que l'espace de la session consacrée à parler de l'épisode 1, qui est de nature pénale et qui implique des mineurs, l'épisode 2 implique seulement les adultes, voilà, est beaucoup plus important, voilà, l'espace, que celui dédié à l'épisode numéro 2. Vous voyez, la différence de minutes est énorme et vraiment c'est proportionnel à l'importance des épisodes. Voilà. Le facilitateur, vous voyez, facilitateur grand-mère, retarde vraiment le moment de l'entretien avec l'agresseuse, avec la grand-mère, en commençant plutôt par sa fille, la fille de la grand-mère, donc la mère de la fille, pas la victime, pas la mère victime, mais la mère de la fille. Et puis, c'est vrai qu'on continue avec la mère du garçon. Voilà, donc on fait appel aux mères, tout d'abord. Pas à la grand-mère qui est l'auteur, l'autrice, et on doit dire, elle est vraiment explosive, la grand-mère. On le voit aussi au cours de la session, je ne veux pas le montrer, je ne veux pas, mais elle coupe parfois la parole, même s'il y a un compromis de répondre à toutes les questions et surtout pas interrompre les autres. Voilà, mais voilà, c'est la stratégie du médiateur. Puis on voit qu'il y a 3 moments où les 2 parties interviennent. C'est vrai que ce n'est pas un vrai dialogue, ce sont des interventions successives. Un court moment, voilà, on le voit, où tous expriment sur, on va l'expliquer un peu plus, sur une situation hypothétique proposée par le facilitateur. L'hypothèse est que l'école ait agi différemment, donc ils se mettent d'accord. C'est la seule partie où ils se mettent d'accord pendant toute la session.
et cela se voit aussi au cours de la parole. Voilà, ils interviennent successivement et on va entendre un petit extrait pour que vous puissiez écouter comment ils se mettent d'accord. Puis on a voilà, la lecture de l'accord écrit, et là aussi on a les interventions successives de toutes les parties et aussi du facilitateur. Et finalement, on a ce dialogue final qui est vraiment la première chance qu'ils ont de parler ensemble et d'interagir ensemble. D'accord ? Entre les segments, voilà, trucs techniques, entre l'épisode 2 et l'accord écrit, l'enregistrement est mis en pause. Et ce sont les minutes, ça je vais l'expliquer pour qu'on puisse voir un peu the big picture. Ce sont des minutes où le facilitateur rencontre séparément chacune des parties pour vérifier si le texte de l'accord, qui était déjà préformulé, et ça c'est important, leur convenait ou leur convient après tout ce qui s'est passé pendant la conférence restaurative. Donc, le fait que le texte de l'accord soit rédigé à l'avance, au moins en forme de draft, quelque chose comme ça, est une pratique courante lorsque les sessions individuelles précédentes, c'est le cas, se sont déroulées de manière satisfaisante, et au moins du point de vue du facilitateur. Donc, le facilitateur, après les séances individuelles, il voit ou elle voit, voilà, on pourrait peut-être arriver à ce genre d'accord, et je fais une espèce de draft, parce que sinon, voilà, si on commence à négocier chaque parole du draft, ça tient beaucoup de temps, et il faut aussi profiter de l'ambiance créée pendant la séance générale, pour ne pas prendre trop de temps et pour vous pouvoir signer finalement, parce que voilà, on ne va pas faire rencontrer les parties une autre fois, il faut vraiment signer l'accord là. D'accord ? C'est vrai aussi, dans ce cas-là, le médiateur, il faut le dire, il est particulièrement expéditif. Hein. Lui, il est un homme, voilà, il gère beaucoup, et voilà, je sais qu'il y a d'autres médiateurs dans des conférences restauratives qui prennent un peu plus de temps à rédiger l'accord avec les parties, mais lui, il avait une idée vraiment très claire de ce qu'on pourrait signer après la séance commune. Voilà. Si on va à la séquence, on voit que d'abord le facilitateur, bien sûr, explique, reminds les règles, le protocole, les phases. Voilà, c'est super explicite tout le temps, parce qu'il faut vraiment contrôler l'interaction et ce qui va se passer à la séance générale. Donc, il commence d'abord par interroger la mère de la fille qui n'était pas présente à l'épisode de sa mère avec le garçon. Et voilà, il demande aussi qu'est-ce que vous auriez fait comme mère dans cette situation. Et vraiment, elle dit, bah, j'aurais pas fait ça, je suis aussi stressée, mais je comprends ma grand-mère, voilà, elle dit en espagnol très colloquialement, la liao. Ça veut dire, voilà, elle a fait n'importe quoi, donc elle reconnaît. C'est une façon, bien sûr, on va trouver l'empathie partout, ou au moins laisser d'enlever et de créer de l'empathie entre les différentes parties. Puis on va à la mère du garçon, c'est le garçon la victime. Qu'est-ce que vous avez de l'épisode? Qu'est-ce que vous pouvez reconstruire ici? C'est vrai que le médiateur le sait déjà, la mère le sait déjà. Peut-être la grand-mère et l'autre mère savent déjà ce que la mère du garçon sait, mais il s'agit de faire explicite tout ce que les parties savent. D'accord ? Et bien sûr, le facilitateur demande quelles sont vos émotions au sujet de ça, comment est-ce que le garçon va. Voilà, c'est normal de mentionner la partie victime. Puis on passe au beau-père, aussi victime, on parle d'émotions, du beau-père, du garçon, et là on a le récit de bullying qui avait reçu le garçon, ce qui est un épisode ou un récit, voilà, qui se met aussi en relation avec cette situation, parce que le beau-père, il dit explicitement, j'arrive pas à croire que mon garçon soit impliqué à un cas de bullying, il a été lui-même victime de bullying. Donc c'est l'argument qu'il utilise pour voilà, dire c'est impossible. Donc vous vous êtes trompé, du tout parce que mon garçon il a beaucoup souffert, et on décrit vraiment beaucoup de choses. Puis on revient sur la mère 1, voilà, on revient sur l'autre partie, qu'est-ce que vous en pensez de tout ce qu'on a parlé. Et là, on voilà, fait la contraposition avec l'épisode de la tentative de suicide de la fille. Donc c'est vrai que le cas de bullying de la fille est
toujours là, voilà, latent, mais aussi on prend le récit de la tentative de suicide pour que voilà, on puisse voir que vraiment les mineurs sont en danger. Maintenant on arrive à la grand-mère, on lui demande, voilà, l'épisode 1 c'est le plus grave parce que vraiment elle a menacé verbalement l'enfant. Quelles sont vos émotions? On va voir des petits extraits. On revient sur le beau-père. Aussi pour lui demander qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui est arrivé à la fille elle-même. Donc on fait on crée l'empathie croisée d'une partie vers l'autre. On demande qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous auriez fait si c'était votre fille, si c'était votre garçon qui était dans cette situation. Donc on gère tout le temps la perspective de l'autre, tout le temps. Ça c'est, on pourrait l'espérer bien sûr, d'accord? Là on arrive au truc où on est d'accord et on le verra après. Encore sur tout ce qu'on aurait pu faire contrefactuel, qu'est-ce que l'école pourrait faire ou aurait pu faire pour éviter ça, voilà. On revient aussi, on demande aussi, est-ce que vous saviez que la fille avait, on demande au beau-père et à la mère du garçon, est-ce que vous connaissiez que la fille était victime de bullying? Est-ce que vous avez entendu quelque chose à l'école? Est-ce que les profs avaient dit quelque chose, avaient remarqué ça? Donc on gère aussi les connaissances d'une partie de l'autre sur l'autre partie, d'accord? Puis on arrive à l'épisode 2, voilà, Jason cassé, et finalement la dame elle dit, bon, bien sûr je ne voulais pas le casser, et l'homme, bien sûr, il dit, bon, je voulais enregistrer parce que j'étais stressée, mais je n'allais pas mettre ça sur les réseaux sociaux, c'était un truc de me sécuriser devant la grand-mère, parce que voilà, on était en train de discuter. Finalement, on lit et on se met d'accord à l'accord écrit, et voilà le dialogue. Alors, les deux récits de cette séance, dans l'ensemble de la conférence, deux lignes narratives, ça c'est en général, comme je dis, la macrostructure distincte et complémentaire se construisent. Il convient de souligner que la co-construction des récits se fait surtout entre le facilitateur et chacune des parties, parce que c'est vrai qu'elles ne peuvent pas interagir d'une façon directe. Donc c'est fait, la co-construction se fait séparément, même si c'est toujours en présence de l'autre partie. Donc on pourrait dire même, c'est pas que la partie de silence co-construit, mais c'est vrai qu'il y a une présence là qui peut, d'une façon ou l'autre, valider ou pas le récit qui est en train d'écouter. Sauf pendant le dialogue final, donc le format de la session empêche que les deux parties puissent vraiment négocier dans des détails directs, mais c'est vrai qu'elles ont déjà, pendant les séances individuelles, cédé ou concédé ou négocié une partie du récit. D'accord ? Alors, d'un côté, le facilitateur parvient à éliciter dans la séance même le récit des épisodes ayant donné aux plaintes légales, épisodes 1 et 2. Et dans la reconstruction des récits de ces deux épisodes, deux éléments ressortent de mon point de vue. Tout d'abord, il y a pas mal de résistance parfois. Vous avez ici un extrait, c'est la mère 1, la mère de la fille, qui dit à un moment donné, pero tampoco es exactamente así. Ma mère ne raconte pas ça exactement. Il y a des résistances parfois à la description de certains faits. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, le médiateur change la perspective et va toujours aux émotions, aux motivations, aux intentions. Parce que les faits en eux-mêmes, ce n'est pas à eux de déterminer ce qui s'est passé. C'est au juge de déterminer comment gérer le signalement pénal. Et donc, cela se voit tout le temps. Voilà. Bien sûr, dans les récits qu'on gère ou dont on parle, il y a des faits, mais chaque fois qu'il y a des parties qui résistent un petit peu la description d'un fait particulier, on revient toujours, mais qu'est-ce que vous en pensiez, mais quelle était votre attention, comment vous vous sentez, etc. D'accord ? Ensuite, comme on voit, voilà, et pendant toute la séance,
pas seulement au moment où il y a un peu plus de résistance, pendant toute la session, ce qu'on va faire, c'est réfléchir ensemble, facilitateur et partie, sur les actions. Réfléchir, on ne les négocie pas, mais on réfléchit, on les mentionne, on les cite, et aussi sur les motivations et les réactions. Et ça se fait tout le temps. Voilà, le travail est plutôt d'analyser ou de réfléchir sur les motivations et les émotions que sur les faits en eux-mêmes. ¿Tú crees, il demande au beau-père qui avait sorti le GSM pour enregistrer la grand-mère lors d'une dispute. ¿Tú crees, comme moi, parce qu'on a travaillé aussi aux séances individuelles, que peut-être enregistrer quelqu'un, même si c'est à la rue, et même si c'est légal, peut être compris par cette personne comme quelque chose de vraiment désagréable ou de préoccupant? Bon, por supuesto que bien comprend. Donc il reconnaît vraiment qu'il peut comprendre que la grand-mère soit effrayée de voir le GSM et qu'elle voilà, réagit en tapant. Voilà. Puedes entender que tu peux comprendre que cette femme a pu voilà, le gêner de voir ça. Pueden comprendre. D'accord? Et bien sûr, si on va à la microstructure, on peut voir voilà, reprise de parole, des échos partout, négociation de ce que le facilitateur dit, reformulation, proposition, question, voilà, c'est tout donc comme ça. D'accord? Puis il va la grand-mère. Quand le GSM est cassé, est-ce que tu le cherchais, tu l'as fait exprès? Es algo que buscabas intencionadamente, que va, non. Comment allais-je penser que ça allait se passer, non? Elle est vraiment altérée. La rotura, perdona que te corte, je comprends que ça n'a pas été intentionnel. Bien sûr, non, ça n'a pas été intentionnel. C'est quelque chose de pas, no era intencionado por tu parte, lo lamentas. Il demande vraiment à la grand-mère, voilà, vous regrettez d'avoir fait ça. Hombre, por supuesto, como no lo voy a lamentar. Encore, voilà, reprise de parole, mais bien sûr, voilà, je m'excuse, on dirait, d'avoir tapé le GSM. Mais c'était tout ça, et après que le beau-père reconnaît que vraiment enregistrer quelqu'un, c'est pas quelque chose de voilà, agréable ou de, je sais pas, confortable pour quelqu'un. D'accord? D'un autre point de vue, le médiateur, d'un autre côté, voilà, récit 2 qui est reconstruit pendant la session, il existe une intention claire de la part du médiateur d'assurer que le récit de la session elle-même, par exemple les accords concernant ce qui a été exprimé lors de la session, que ces récits de la session elle-même soient clairs et partagés par toutes les parties. Sans cet accord, il est impossible de passer à l'étape de signature de l'accord écrit, formulé selon, on va voir les termes de l'accord, mais avant ça, on voit comment le médiateur s'assure tout le temps d'avoir l'accord partiel des parties au fur et à mesure que la séance se déroule. Et ese acuerdo incluye, cet accord inclut ou comprend tout ce qu'on a puesto sobre la mesa, tout ce qu'on a dévoilé aujourd'hui, porque yo no os he preguntado a alguna de vosotras, sino a todos, je demandais à tous comment est-ce que vous croyez qu'il fallait rédiger ça. Donc il fait appel aux séances individuelles, il les reprend lors de la séance ensemble. On avait exprimé peut-être les petits accords qu'on pourrait rédiger. Estaríais satisfechos, vous seriez maintenant satisfait avec l'intervention, il appelle la séance l'intervention, ou est-ce que vous croyez qu'il serait nécessaire de parler ou d'approfondir à ce moment-là? Donc vraiment, et c'est partout, hein, partout, voilà, il établit un lien entre ce qu'ils vont accorder à cette session-là, cette séance-là, et ce qui avait été dans les séances individuelles, ce qui avait été vraiment négocié et aussi accordé. D'accord? Les termes de l'accord, il le lit, voilà, en voix haute,
Et il demande, après chaque point, 1, 2, 3, 4, il demande est-ce que vous êtes d'accord, nanana. Ce sont les termes de l'accord. Je les transcris, je n'ai pas l'accord en écrit. Voilà. Todos los firmantes ont participé à cette conférence pour arriver librement à un accord de finalisation des signalements pénals. D'accord? Donc, il mentionne surtout le truc pénal, même si finalement, on voit le point 4, les signalements ex et ex, ces signalements pénal et civil, sont retirés. D'accord? Las partes reconocen la verdad de los hechos denunciados. Les parties reconnaissent la vérité des faits dénoncés. Ils n'ont pas été les faits négociés, contestés. On ne parle pas de ça. Voilà, il y a un signalement et c'est le juge qui va. Donc, ce n'est pas le cas. La parte denunciada, donc la partie qui a été dénoncée, regrette los daños, voilà, y el mal rato que pudo hacer pasar al menor hijo de los denunciantes. Mal rato, c'est plutôt même colloquial, hein, le voir. Ça, c'est un commentaire, side comment, d'accord? Et ces parties, celles qui ont été dénoncées, la grand-mère notamment, comprennent que le problème pourrait être résolu au cours des écoles. Donc, on se compromet aussi, la grand-mère n'a pas répété les choses. Et aussi, le beau-père, il a pu expliquer l'intention avec laquelle il a sorti le GSM. Donc, on part toujours des intentions, des compromis, des émotions, des regrets. D'accord? C'est ça à ce qu'on se met d'accord, finalement. Voilà. Et c'est vrai que les deux parties se mettent d'accord, on le verra. La escuela debiera, ¿no?, resolver en ese ámbito la intervention. C'est peut-être l'école qui aurait pu ou qui aurait dû aider à résoudre le conflit. Las partes denunciantes y la parte denunciada, avec l'intervention du facilitateur, sont arrivés à des accords sur la responsabilité civile. C'est vrai, c'est la grand-mère qui va payer 205 euros en termes du GSM, pas trop cher. Et les deux parties, et là c'est le point culminant, se sont réparées. Aussi la partie qui a fait du mal à la fin. C'est vrai que là, on pourrait penser que vraiment on met la victime et l'auteur à un même auteur. C'est une façon de dire, on reconnaît ou on se reconnaît dans cet accord écrit. Donc on reconnaît l'utilité de cet accord. Même si c'est vrai que tout le processus a été centré d'abord aux victimes. Et finalement, on arrive à retirer le signalement. Donc là, on a une finalité on dirait pratique, qui est achevée lors d'une conférence restaurative. Ça peut arriver ou ça ne peut pas arriver. Peut-être on peut signer même un accord, mais je tiens ça. Et l'accord verse sur les émotions, les intentions, et ça peut aider, mais ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on demande aux victimes. Est-ce qu'après cette séance, vous allez retirer? Non, ce n'est pas fait du tout dès le début, ça peut aller. Et finalement, ça allait, et c'est le facilitateur qui sait, qui prévoit si ça peut arriver. Donc on trouve aussi des mentions au récit numéro 1, déroulement de la conférence, co-construction du récit numéro 1, qui est numéro 2, qui est la conférence en elle-même. On voit aussi que le récit des faits reste incontesté, on ne parle pas trop de ça, même s'il y a des résistances. Ce qu'on accorde, c'est le récit des intentions et des émotions, qui est co-construit lors de la séance. Et ça, on le voit tout le temps. Voilà, est-ce que vous comprenez l'autre partie? Qu'est-ce que vous sentiez à ce moment-là? Quelles étaient vos intentions? Comprenez-vous que l'autre partie puisse se sentir comme ça, etc., etc. D'accord? Et c'est vrai que la construction du récit, comme je l'ai dit, se fait surtout entre les parties individuellement et le médiateur, mais c'est vrai qu'à un moment donné, aussi, les parties ensemble dialoguent et se mettent d'accord pour signer. Donc on se reconnaît en même temps. Alors je vais finir très rapidement avec des petits extraits un peu impressionnistes, approche du micro. On revient aussi encore sur la distinction entre le récit d'action et le récit d'émotion, motivation, perception. Vous voyez comment le médiateur poursuit vraiment le récit des émotions, pas le récit des actions. Alors, il demande à la grand-mère, quand tu te diriges à l'enfant, c'est vraiment le point nucléaire
de l'épisode 1, voilà, et tu lui dis, va à ton pays, que se vaya a su país, elle répète, voilà, elle répète les mots qui étaient vraiment une des plus grandes sources de conflit. ¿Por qué dices eso? Pourquoi tu dis ça? Voilà, donc il se concentre dans ce point-là de xénophobie au cours de l'agression, de la menace verbale. Pues no lo sé, sinceramente, je ne sais pas, sincèrement, la grand-mère. C'est vrai qu'il avait travaillé déjà avec la grand-mère dans les séances individuelles, mais pourquoi tu as fait ça? Et le facilitateur, il sait que la grand-mère n'avait pas une grosse raison. Voilà, elle était fâchée, donc elle a menacé, voilà, elle a touché voilà, ce bouton-là de la xénophobie parce qu'en plus tu es portugais, voilà, vete a tu país, on ne te veut pas ici. Non, 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 non. Es que ya no estaba donde el niño. La grand-mère commence à expliquer où elle était, comment elle bougeait. Yo es que estaba ya pasando para tirar. J'allais partir. Donc elle explique un peu. Elle voulait partir, mais à un moment donné, elle a senti qu'elle devait vraiment engueuler le petit garçon. El mediateur, no quiero. Os he dicho hace un momento que todas las preguntas tienen que ser respondidas. Il dit, tu n'es pas en train de répondre à ce que j'ai demandé. Okay? Pourquoi as-tu dit ça? Si je suis en train de répondre, dit la grand-mère, comment yo lo hice? Ce que j'ai fait? Non, vous ne me répondez pas, parce que je vous ai demandé qu'est-ce que vous pensiez quand vous avez dit ça, et voilà, si lo dije, tú me dices qué estabas haciendo. Vous êtes en train de dire ce que vous faisiez, mais pas la raison d'agir comme ça. Et finalement, elle dit ninguna. J'avais pas de raison. C'est vrai, c'est pas qu'elle ne le sait pas, elle n'avait pas de raison. Voilà. Peut-être elle le sait, elle sait qu'elle était fâchée et qu'en plus, voilà, c'est un garçon qui harcèle ma fille et en plus, il est d'origine portugaise, vete a tu país. D'accord? Donc, c'est vrai que le médiateur poursuit toujours le récit des émotions, des intentions, des attitudes, des réactions, et pas celui des faits. Et voilà deux petits extraits, comment il est super réflexif, explicitement, voilà, il dit pourquoi il demande ça, quelle est l'intention de ses propres questions. Le facilitateur est vraiment super réflexif. Il fait des commentaires métadiscursifs tout le temps. Et sentido de la pregunta es poneros en el lugar del otro. Il le dit exprès. Le sens de mes questions, c'est que vous mettiez dans in the shoes of the other part. Et il le dit, il le fait, il le dit explicitement. Et c'est clair, les règles du jeu sont vraiment claires. Es el sentido de la pregunta, no justificadora. La question n'est pas je ne veux pas justifier. Non, je ne veux pas vous envahir, non, c'est justement, voilà, qu'on se mette dans l'endroit, dans la place de l'autre, non? Et puis finalement, il y a un moment, par exemple, quand le beau-père parle du garçon qui a été la victime de menaces et qui commence à raconter voilà, tout ce qui est le garçon, il-même a souffert comme victime de bullying, et voilà, il dit, je ne peux pas croire qu'il soit impliqué à ça. Voilà, le médiateur qui dit, a mí me gustaría que pararas un poco, s'il vous plaît, je voudrais que vous vous arrêtiez ici, parce que c'est ici que je veux arriver. Il dit exprès, le facilitateur. Voilà, et puedes contarnos la historia, por favor? Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire du garçon? Parce qu'elle est relevante aussi pour le cas. Voilà, on ne peut pas penser que le garçon soit impliqué, même si on sait que, voilà, entre parenthèses, les victimes du bullying parfois bullient elles-mêmes. Hein. Ce n'est pas un argument vraiment super solide. Mais c'est vrai que si le garçon a souffert pendant 3 ans des chocs du bullying, apparemment, entre autres choses, il avait les oreilles un peu décollées, donc il s'est fait même opérer. Il a changé d'école, et on est tapé, vraiment, c'était l'enfer pour lui. Et c'est le beau-père aussi qui voilà, mène, qui apporte le récit. Et c'est le médiateur qui dit on va s'arrêter ici. C'est tout le temps comme ça, d'accord? Et maintenant, 2 extraits, écoutez, c'est pas, je ne veux pas que, je sais que c'est difficile à comprendre et je n'ai pas les transcriptions complètes pour que vous puissiez voir comment la prosodie nous signale que là, il y a un accord. Maintenant, c'est le facilitateur qui demande, est-ce que vous pensez, vous êtes d'accord que si l'école avait agi d'une autre façon,
si on avait fait quelque chose pour peut-être gérer mieux le cas de bullying de la fille, les choses auraient été différentes, on ne serait pas arrivé à ce point-là. Donc ils demandent ça exprès et vraiment ils se mettent d'accord à attribuer la responsabilité finale à un tiers, qui est l'école. Et vraiment l'accord principal de la séance est celui-là. L'école aurait pu faire les choses mieux. Just blame a third one. Just blame another. So we agree to blame another one. Ça, c'est discutible. Il y a des gens qui diraient, bon, c'est pas un bon schéma argumentatif. Il ne faut pas mettre les gens d'accord pour critiquer un autre, pour soulever la responsabilité vers un autre, mais c'est vrai que les deux mères, à un moment donné, parlent. Je suis allée à l'école pour dénoncer tout ce qui était le bullying de mon garçon, de ma fille, mais la personne ne faisait rien, voilà, et ça continuait pendant le temps. On entend tout, un tout petit. La question. Totalmente. C'est la mère. Donc c'est la mère de la fille qui raconte. J'ai eu une cinquantaine de séances de tutoria. Je suis allée à l'école plusieurs fois, donc si l'école aurait réagi. Et aussi on a après, je crois que c'est un peu plus bas, la Madre dos, la mère du garçon, qui dit aussi on aurait pu faire les choses autrement. Enfin, on le voit. On ne l'entend pas très bien, mais si, avait une carencia. On a eu vraiment. Et c'était aussi le beau-père avait dit avant que voilà. Donc on se met d'accord aussi à des contrefactuels. Que serait-il passé si, donc toujours l'hypothèse aussi qui est soulevée pendant les séances. On travaille aussi à des situations qui auraient pu se passer, des choses qu'on aurait pu faire, comment est-ce que vous auriez senti, donc c'est le contrafactico partout. Et c'est vraiment qu'on négocie avec les hypothèses, avec tout ce qui n'est pas le récit des faits. Si on travaille avec ça, c'est vrai qu'on peut soulever l'empathie. Et là, pour finir, alors, le dialogue, le temps du dialogue est celui-là. Il ne faut pas comprendre, il faut juste entendre. Donc le facilitateur n'est plus là, bon, il est là assis, mais il ne parle plus. Donc il y a des changements partout, on a un ton assez... Donc ils ne se mettent pas d'accord, le conflit persiste, on le voit clairement, ce sont 9 minutes, le facilitateur a dit 3-4 minutes, non finalement ça a été 9 minutes et vraiment je peux vous demander, pensez-vous que les parties vivront désormais en parfaite harmonie? Non, sûrement pas, bien qu'il soit possible qu'ils interagissent plus parce que la fille va bientôt commencer dans une autre école. Donc peut-être on ne va pas se rencontrer, on peut se rencontrer toujours au centre de santé, à l'hôpital du quartier, non? Mais ce que je veux souligner ici, et il faut être réaliste, c'est que ces pratiques de médiation et de restauration ne visent généralement pas à dissoudre radicalement les conflits. Voilà, on ne peut pas vivre au monde Alice in Wonderland. Donc même si on est arrivé à certains accords, le récit des faits ne s'est pas contesté. Et c'est vrai qu'on est arrivé peut-être à se comprendre un peu mieux, mais ça ne veut pas dire qu'on dit bah, t'as raison, et voilà, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Le but plutôt, c'est atteindre un degré même minime de transformation relationnelle et de compréhension mutuelle. Ce qui n'était pas évident, parce qu'on avait 2 épisodes, 2 signalements, une grand-mère vraiment explosive, beau-père qui voulait enregistrer, 2 cas de bullying, tentative de suicide, c'est énormément grave, non? Donc on voit
une petite transformation peut-être relationnelle. Au moins, on est arrivé à signer quelque chose et à se mettre d'accord à des choses, non? On arrive peut-être à la meilleure solution possible pour tous, même s'il n'est pas la solution pour chacun. Donc, et c'est vrai que même le fait que les partis aient accepté de participer à une telle procédure est déjà un grand pas en avant. Parce qu'on ne l'a, si on n'ouvre pas la voie restaurative, on n'a pas ça. On a le juge qui dit il faut payer pour le GSM et voilà la grand-mère qui va être multada, non, qui va recevoir voilà, une punition parce qu'elle a fait. Et c'est vrai qu'au moins ils ont pu partager, ils ont pu parler ou se parler. Donc finalement, j'espère avoir montré ce qu'un linguiste, une linguiste, je parle ici aux étudiants, peut faire avec les données comme celles que j'ai présentées ici. Comme vous voyez, ce sont les données elles-mêmes, celles qui orientent à chaque moment vers un niveau ou l'autre de l'analyse. Donc normalement, je vais au fur et à mesure. Parfois c'est la macrostructure, parfois voilà, il faut que je fasse un zoom-in et que je vois ce qui se passe à ce moment donné. On peut bien sûr aller de la parole au geste. Ça, on ne peut pas le faire à l'oral, mais c'est vrai qu'une analyse prosodique, ça serait super intéressant. Il y a pas mal de choses que je n'ai pas montrées ici, que bien sûr on pourrait faire. Donc, en tout cas, il est clair, in the end, à la fin, c'est toujours la parole. Et en ce qui concerne les conclusions sur le niveau de construction du récit, nous constatons que la médiation dans cette conférence permet de reconstruire, réviser, valider, peut-être pas négocier le récit des actions et des faits que normalement on prendrait par l'objet primairement narratif, mais c'est vrai qu'on le laisse un peu de côté, mais au moins à la fin on dit que tout ce qui a été dénoncé est vrai, donc on valide, justement on valide, mais on révise, on construit, on reconstruit le récit des motivations, des émotions, des attitudes, et de la séance elle-même. Il faut se mettre d'accord à ce qui s'est passé pendant la conférence elle-même. Et j'espère avoir montré aussi que le médiateur mobilise en lui et aux autres une panoplie complexe de ressources cognitives, linguistiques. C'est vrai que je n'ai pas montré, j'ai pas fait une analyse exhaustive, mais voilà. Et ça, c'est ce qu'on veut faire à la fin, dans des extraits un peu micro dans notre modèle, mais c'est vrai qu'à la fin, le récit se présente comme une ressource multidimensionnelle dans des genres de médiation pénale comme la conférence restaurative. C'est tout, je vous remercie avec des belles photos de votre campus et merci de m'avoir escuchado el día de hoy. Gracias, merci. Merci beaucoup Inès pour cette conférence très riche. Donc là, on peut ouvrir aux questions, remarques, observations. Oui, William. J'ai remarqué que le facilitateur il tutoie les personnes. Est-ce que c'est quelque chose qui joue un rôle central du coup dans la résolution des conflits? Et est-ce que les gens sont invités à se tutoyer aussi dans les... Ça se fait, je ne me souviens pas, je crois qu'il ne dit rien de ça au début, quand il parle des règles et tout, mais c'est vrai que les deux parties se connaissent, ils se sont croisés pas seulement au cours des 2 épisodes, mais ils se connaissaient de la communauté. C'est vrai qu'en Espagne, on tutoie beaucoup et le vous voit, comme je l'ai fait, et ustedes vraiment très peu. On aurait pu penser à parler avec vous, à la grand-mère, parce qu'elle est plus âgée, mais c'est vrai que maintenant, voilà, ça ne se voit pas. Parfois, voilà, à l'université, il y a des gens vraiment respectueux, des élèves qui me disent, qui me parlent avec usted. Et normalement, on dit, voilà, on peut me tutoyer, donc c'est super normal. Et c'est vrai que le facilitateur lui-même, il a eu pas mal de travail, de temps avec chacune des parties. Et c'est parfaitement normal que même si on ne dit rien, ce qui impère, c'est le tutoiement. Ouais, même à la grand-mère, parce que c'est vrai que
on voit aussi qu'il est parfois même un peu impoli avec la grand-mère, parce que la grand-mère pousse beaucoup, elle interrompt, et à des moments, elle dit on allait bien, hein? Parfois on allait bien, hein? Il faut tenir, il le dit même. Donc il a développé, même s'il est vraiment expéditeur, hein? Il est un homme assez grand, costaud, voilà, c'est vraiment quelqu'un de, je sais pas, impone muito. Mais quand même, il a développé une relation assez proche avec les parties, et c'est normal, hein, dans la médiation même, parce que vraiment, ce sont des trucs super personnels. Et d'après ce que j'ai vu, même les gens de l'équipe de ces médiateurs, ce sont des femmes, elles sont beaucoup plus intimes même, donc elles sont beaucoup plus... voilà, on ne peut pas généraliser, mais celui-là, il est très proche, et il y a d'autres médiateurs ou facilitateurs, ou facilitadoras qui sont même plus, on dirait, proches, intimes, voilà, empathiques. Merci William. Merci Inès. J'aurais tout d'abord une question assez générale sur ta notion de l'épisode. Donc, tu as pris une interaction entière, tu l'as segmentée en épisodes. Donc, je veux savoir en fonction de quel type d'indicateur tu délimites ces épisodes. Et question subsidiaire, quel est le rôle dans cette interaction, ce type d'interaction-là, quel est le rôle de récit dans la construction des épisodes? En général, oui. C'est ça, je vais préparer pour la data session de demain. Yes. Cette question-là, voilà qu'est-ce qu'on peut dire qui est la fonction générale du récit. Le truc épisode 1 et 2, et je l'ai emprunté, c'est le facilitateur lui-même qui dit là on a 2 épisodes, le refait, il le dit. Épisode, on pourrait dire 2 cas under signalement, 2 cas qui sont sujets de signalement. Voilà. Donc là, ce qu'on appelle épisode, voilà, on peut bien sûr, ce qu'on appelle épisode, c'est vraiment un peu trompeux, je n'avais pas remarqué, parce que vraiment l'épisode 1 comprend pas seulement comment la grand-mère est allée au garçon, blablabla, mais il comprend que tout ce qui est l'histoire du bullying de la fille et même l'histoire du bullying reçu par le garçon fait partie de l'épisode. Moi, je dirais que c'est un cluster d'expériences personnelles. Et c'est vrai que là, il y a une qui ressort qui est vraiment le confrontement verbal entre la grand-mère et le garçon. Mais ça, c'est un déclencheur et ça sert au médiateur pour évoquer d'autres expériences et qu'on pourrait nommer aussi épisodes, même si ce n'est pas un épisode. Voilà, ce sont des épisodes continus d'harcèlement, de bullying, tout ça. Donc c'est vrai que c'est lui qui, voilà, et qui vraiment fait des transitions. Il dit bon, on s'arrête, on arrête là l'épisode 1 et on va à l'épisode 2. Donc il commence à parler avec le beau-père et la grand-mère, et là la mère, ils se mettent, voilà, parce qu'on n'intervient pas, donc on fait le focus. Okay? Donc on pourrait dire que ce sont, voilà, des clusters d'expériences qui sont évoqués, qu'il y a 2, voilà, petits épisodes qui sont l'objet du signalement, mais qu'on évoque des récits plus ou moins amples, parce que le truc du bullying du garçon, on décrit ce qui a passé pendant 3 ans. C'est pas super long, hein, mais on fait une compression, time compression. Donc, mais c'est vrai que parfois, voilà. Ça c'est là. Alors les indicateurs, c'est plutôt le facilitateur qui dissectionne. Il dit maintenant on a cet épisode. Je veux, est-ce que vous pouvez raconter l'histoire du garçon? Il dit sua historia. Il ne dit pas récit, non dit relato. Il dit toujours la historia de. Donc il redirige tout le temps vers la historia de esto, mais quand il doit décrire tout ce qui s'est passé en termes pratiques, elle a là l'épisode. Et la fonction du récit, alors ce que je voulais un peu mettre en avance, c'est que on ne peut pas parler du récit d'une façon uniforme. On pourrait dire peut-être, ça je parlais je crois avec Adriane, qu'on peut prendre le récit comme tout ce qui est l'ensemble de la description des actions en elles-mêmes,
ce que je dirais qui est l'objet primairement narratif, qu'est-ce qui s'est passé, non? Mais aussi les émotions, attitudes font part du récit. Et c'est vrai qu'on peut se concentrer plus à cette partie de l'expérience qui est rédigée dans un récit. Et je n'ai pas fait trop de théorie parce que normalement, ce qu'on voit, c'est pas ça. J'ai fait un peu de tuning pour pouvoir présenter quelque chose qui soit un peu intéressant pour vous en termes de récit. Normalement, je ne travaille pas au récit en lui-même, je travaille plus à comment la coopération augmente ou pas. D'accord? Et c'est vrai, et comment on gère l'accord et le désaccord. Donc, s'il y a plus d'interventions qui répètent les paroles d'autres, quelle est la fonction de ces interventions un peu espejo, qui reprennent, nanana. Donc, je fais un peu plus, ce côté, on dirait, de degré de coopération. Et on n'a pas fait vraiment un truc super formel sur la valeur des récits. Mais moi, je dirais que la valeur du récit est bien sûr centrale et que toute séance de médiation pénale, à la fin, il s'agit de se mettre d'accord à un récit concret. C'est vrai que parfois le niveau où on se met d'accord dans ce cadre de récit n'est pas nécessairement les faits, mais tout ce qui est perception, évaluation, émotion. Et c'est là que peut-être on peut se mettre d'accord. Parce que le récit des faits, c'est à autre de le dissectionner. Et normalement, les médiateurs n'arrivent pas à ça, ne touchent pas ça trop. Parce que peut-être on va voir un jugement pénal qui va dire non, c'était vrai, tout était vrai, donc c'est bien fait. Donc, le médiateur ne peut pas du tout arriver à ça. Donc, je dirais que il faut se mettre d'accord à un récit particulier qui est normalement concentré sur les personnes en elles-mêmes, pas dans ses actions, pas plutôt. Et en même temps, il faut se mettre d'accord, et ça c'est vraiment le récit de la session elle-même est super important. De savoir tout ce qui se passe pendant la session, pendant la séance. Parce qu'on a travaillé ça. À quoi espérer dans cette session? Qu'est-ce qu'on va faire? Ça va se dérouler comme ça, vous pourrez exprimer ça. Donc il y a beaucoup d'expectations, on espère beaucoup de choses. Et c'est là qu'il faut les accomplir et voir si cela se passe comme ça. Et si normalement tout se déroule comme prévu, plus ou moins, c'est là qu'on peut signer un accord et retirer. Mais parfois ça passe pas. Hein. Parfois on a eu le facilitateur a un travail bon individuellement avec les parties. On arrive à la séance conjointe, séance ensemble, et les gens s'en foutent. Hein. Ils ne veulent pas coopérer, ils ne veulent pas collaborer. Donc c'est le moment de... Parfois le facilitateur arrive à rediriger un peu l'interaction, parfois pas. It's not guaranteed. Mais normalement, on le fait bien. Merci. Je ne sais pas si c'est assez clair, mais j'ai beaucoup de questions pour peut-être demain. Il y avait l'autre fille. Il y avait l'autre fille pour la conférence. C'est une question qui prolonge un peu la question précédente et ta réponse aussi. Alors, j'étais assez surpris de voir que les faits, on n'y touche pas trop. Alors, tu as expliqué qu'effectivement, parce que ça relève plutôt du juge, etc. Est-ce qu'on aurait pu penser peut-être que c'est ça qui va démêler le vrai du faux et trouver un compromis, justement, le factuel et les faits. Or là, ils sont limités et donc, je me demande si c'est pas dans la stratégie elle-même de ce type d'interaction, c'est-à-dire travailler avec une certaine moralisation, qu'est-ce que tu penses de toi-même quand tu as fait ça, etc. Donc c'est vraiment... Voilà. Et donc c'est de dire que la structure elle-même de ce type d'interaction doit obligatoirement éviter les faits pour pouvoir construire à côté de la représentation assez moralisante. Oui. Donc on peut se demander s'il y a un modèle que le facilitateur suit. Moi je dirais non, parce que d'après ce que je connais, et on a beaucoup étudié tout ça,
le training, la formation reçue par les médiateurs n'est pas homogène, n'est pas standardisée. Donc, c'est pas qu'on dise à tous les médiateurs il faut absolument pas toucher les faits et il faut toujours aller au truc moral. C'est pas ça. Mais en fait, on voit clairement que c'est les stratégies suivies par le facilitateur à ce moment-là. C'est un cas extrêmement complexe. Et il y a des mineurs impliqués, donc je crois qu'il a vu aussi que le récit des faits d'une partie de l'autre n'était pas compatible du tout, peut-être. Donc il a décidé de se concentrer au truc, on dirait, moral, de perception, d'évaluation, de se comprendre et tout ça. Donc c'est clairement les stratégies. Et moi j'ai parlé il y a 2 jours avec Laïlia Melon sur ce truc-là parce qu'elle ne pouvait pas être ici aujourd'hui. Et c'est vrai, elle m'a donné une très belle idée. C'est vrai que les facilitateurs, même si c'est une façon alternative de confronter ou de gérer les choses, et il est possible que les médiateurs aussi se raccrochent d'un récit un peu standard. Le récit standard, c'est même si on ne peut pas se mettre d'accord, je peux comprendre un peu ton point de vue. C'est une façon assez, on dirait, orthodoxe de gérer le conflit. Et peut-être que le facilitateur fait les choses pour arriver à un récit super standard qui est « Waouh, on se comprend. Moi, je comprends et voilà, je m'excuse, je comprends. » Ça, c'est un peu... je ne veux pas le caricaturiser parce que je crois que c'est une chose vraiment utile. C'est une stratégie super claire, mais on pourrait aussi penser à d'autres manières de gérer le récit. C'est un récit plutôt orthodoxe. On parlait en termes de rédemption, ah oui, je comprends, ah j'ai mal fait, mais j'étais super stressée, nanana. Et parfois les gens ne sont pas comme ça. Parfois, dans la vie réelle, on n'arrive pas même à dire bon, je m'excuse. On ne s'excuse pas, hein. Mais au moins ici, on le fait. C'est un peu complexe, pardon, hein, parce que je ne sais pas si j'ai répondu, mais je crois que normalement, c'est vrai que l'objet de la médiation n'est pas de discerner les faits. Parce que là, c'est vrai que le médiateur, il n'est pas un juge, pas de juge. Lui, celui-là, il est avocat, mais parfois ce sont des psychologues, des travailleurs sociaux, pardon. Donc, ils ne sont pas entitrés pour discriminer les faits, parce que vraiment là, il y a une responsabilité pénale, civile, donc même si les faits sont évoqués, et on peut peut-être, je ne sais pas, en parler, ce n'est pas le sujet, l'objet même de la médiation. Marie, pardon. C'était une question en lien avec tout ce que tu as évoqué. Les médiateurs, tu dis, n'ont pas de formation homogène et standardisée. Est-ce que tu as pu en observer plusieurs? Je me souviens plus ce que tu as dit, et encore plus. Est-ce qu'ils arrivent tous, peut-être de manière intuitive, à la même stratégie de mettre à l'écart les faits pour traiter les choses sous un autre angle, ou est-ce qu'il y a des différences entre les médiateurs? On peut avoir des différences, et je crois que lui, il est le seul qui utilise la conférence restaurative. Donc, il a dû nous expliquer, non, c'est un truc spécial, nanana, et c'est vrai que c'est pas super fréquent, mais lui, il est le seul qui le fait. Mais c'est vrai qu'ils reçoivent un peu des pistes générales sur l'interaction. Et normalement, ce que je vois dans la part de la formation en stratégie, c'est qu'on veut toujours soulever l'empathie entre les parties et l'empathie, bien sûr, du facilitateur avec les parties. Normalement, on travaille à ça. Intervention, voilà, reprise de parole, reformulation, proposition pas trop envahissante, accord sur l'interactif, sur les émotions. Donc, on travaille beaucoup à ça. Et c'est vrai que je crois que c'est un peu voilà, le cadre qu'on donne, mais à la fin, et beaucoup de médiateurs le disent, on apprend à médiatiser au fur et à mesure. Aprendemos a mediar mediando. Et ça, c'est, on dirait, un petit problème. C'est pas qu'on doit
appeler linguiste partout, mais moi je me dis, on pourrait aider un petit peu à faire un petit module sur stratégie d'interaction, intensification, mitigation, et voilà, social phase, beaucoup de choses, il y a pas mal de choses, et on pourrait faire d'autres choses aussi. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas un training super spécifique, et c'est vrai que le côté empathie est partout. On fait des roleplay dans la formation et c'est le truc de, voilà, il faut se mettre d'accord. Il y a quelqu'un qui voulait suivre. Je peux le rapprocher à ce que Marie vient de dire. Mais je partais au départ de la question de l'accord. Parce que tout en t'écoutant, le statut interactionnel de l'accord, quelque chose comme l'accord, c'est extrêmement fort. Justement parce qu'on ne touche pas aux faits et on travaille plutôt au positionnement, faire bouger les lignes des positionnements et non pas les faits. Les faits, ça c'est facile de savoir. Bon, bref. Donc, de ce point de vue-là, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur les ressources utilisées par les médiateurs pour obtenir de l'accord, pour valider à un moment donné que l'accord est suffisant pour passer à une étape de négociation différente. Voilà, la question ce serait quels peuvent être les parcours interactionnels par lesquels le médiateur fait progresser le débat. Et alors une question qui me voici c'est un peu mon dada, le temps. Combien de temps ils ont là? Ils ont 1 heure, ils ont 1 heure et demie, ou alors ils s'arrêtent quand ils ont atteint un certain objectif? Oui, normalement c'est à peu près 1 heure, ça c'est un peu plus long, c'est 1 heure 12 minutes, parce qu'il y a un dialogue final, donc on pense toujours à une petite heure, même si ça peut être plus court ou plus long. Non? Donc il y a quand même des objectifs à atteindre. Absolument. Donc, ce qu'on sait, et on a parlé avec les médiateurs, ils ont un plan pour la session. Voilà, c'est pas un plan explicite, donné explicitement en partie, mais lui, il est clair, il a un plan. Voilà, il veut consacrer beaucoup plus de temps à l'épisode 1, moins de temps à l'épisode 2, et à l'épisode 1, voilà, je crois qu'il pense, qu'il sait, qu'on peut se mettre d'accord à ce que la grand-mère n'avait pas de raison de dire qu'elle était stressée. Elle avait été prise par l'angoisse et tout. Donc il veut soulever ça, très clairement. Il veut soulever le récit du bullying de la fille, comment voilà, la grand-mère pouvait être vraiment prise par l'angoisse. Aussi, il veut soulever la tentative de suicide et il veut soulever l'histoire du garçon et la mettre un peu en parallèle pour qu'on puisse comprendre que peut-être le garçon n'était pas impliqué et comment peut-être les parents du garçon ont réagi en faisant des signalements, peut-être parce qu'ils étaient eux aussi angoissés, stressés par la situation de leur garçon auparavant. Donc il a un plan dans ce qu'il fait, vraiment exprès, le fait exprès. On passe au premier épisode, donc, et vraiment, il demande ce qu'il veut savoir, ou ce qu'il veut soulever. Donc, ce qu'il demande à la grand-mère, quelles étaient tes intentions. Donc, la grand-mère s'en va et il revient. Donc, il sait vraiment ce qu'il veut faire dire aux autres, non? Que quiere que los demás digan. Donc, et une fois qu'il obtient ça, alors, tu n'avais pas de raison de faire ça. Il dit explicitement, maintenant je tourne, donc c'est vraiment un peu robotique, mais c'est super clair. Donc il le dit exprès, il ouvre l'espace d'interaction avec la personne, il soulève l'information qu'il veut, il la souligne. Donc, alors c'est ok, maintenant on tourne à, et il continue. Et il le fait tout le temps comme ça. Et c'est vrai que même quand il arrive, il y a des moments où peut-être on pourrait mélanger les épisodes. Et il dit, on tient toujours à l'épisode 1, à ce qui s'est passé à la sortie de l'école entre grand-mères, donc il est super clair. Donc, et c'est vrai que lui, il travaille comme ça, mais il y a d'autres qui sont beaucoup plus souples. Beaucoup plus souples. Il est très directif. Et en plus, il a choisi la conférence restaurative qui est un peu plus fixée. Donc, il fait,
il fait exprès, voilà, explicite, il ouvre la parole, il parle avec le sujet, il soulève l'information, il la souligne, il passe explicitement au prochain, je sais pas, au prochain créneau, on dirait. Mais voilà, ça peut varier. Normalement, ce que j'ai vu, c'est que les extraits ou les passages un peu plus longs, on dirait, ce sont les récits de la fille et du garçon, et parfois ça prend un peu plus de temps quand la grand-mère ne veut pas coopérer. Parce que c'est vrai que le reste, les mères, le beau-père, ils coopèrent beaucoup. Voilà, ils disent ce que le facilitateur veut entendre, je dirais, assez rapidement parce qu'on a travaillé à ça. Donc, je ne sais pas si c'est si c'est clair ou si... Alors, merci pour votre présentation. C'est très intéressant avec la découverte voilà, de contextes de médiation qui personnellement m'étaient inconnus et que je trouve extrêmement intéressant et à plus forte raison intéressant pour le travail de la linguistique et des objets auxquels vous vous intéressez, de conflits, d'accords, désaccords, etc. Alors peut-être que je n'ai pas été extrêmement attentive, je n'ai pas saisi au début de la présentation, mais est-ce que vous pouvez rappeler le contexte de ce projet et les livrables auxquels soit le projet devra répondre, ou alors ce que à quoi vous voulez arriver in fine? Por favor. C'est vrai que je n'ai pas expliqué ce qu'on fait au projet. J'ai expliqué qu'on est arrivé à récolter, voilà, ou à enregistrer les médiateurs. Alors, comment est-on arrivé là? Donc, on a eu un premier projet entre 2018 et 2022, centré, concentré sur l'expression multimodale du désaccord, du refus en interaction. Donc, on a analysé pas mal d'exemples, voilà, en utilisant des enregistrements en lab, voilà, conversation spontanée, laboratoire, multimodal, mais on a comparé aussi avec pas mal, voilà, on a accès à une base de données multimodale de News Television. Donc on a fait, voilà, on peut repérer dans un clic, par exemple, 1000 cas de No Way en anglais. Et là, on voit vraiment voilà, la racine, ce qui nous aide. Le très commun, c'est le verbal, mais on peut voir le multimodal. Donc, on a fait une comparaison entre le Big Data Approach et voilà, on a pris des routines verbales en anglais, espagnol et allemand. On dirait des unités phraséologiques ou des particules un peu complexes de l'interaction qui servent à exprimer le refus, et on a fait voilà, un petit portrait des stratégies multimodales, des gestes, prosodie aussi qu'on trouve à ce genre de patrones multimodales. Alors là, c'est vrai, à ce premier projet-là, en Espagne, je ne sais pas si c'est la même chose en France, quand on rédige des projets pour obtenir des financements, on nous demande quel pourrait être l'impact social de votre recherche. Donc moi j'ai toujours expliqué, bon, on pourrait appliquer ça, si on comprend bien comment on gère le refus en interaction, on pourrait appliquer ça à l'étude de la médiation, je ne sais pas, à former les médiateurs, ou au moins, voilà, avoir une vue un peu plus complexe comment on gère l'accord et le désaccord, parce qu'à la fin, parler et avoir des conversations, c'est toujours se mettre d'accord ou se mettre pas d'accord. Même si c'est pas exprès, on ne le fait pas exprès, mais c'est tout le temps comme ça, on négocie. On se rapproche et on s'éloigne, on se rapproche et on s'éloigne. Donc, c'est là qu'on a eu l'idée peut-être de commencer un petit projet, pas trop petit, mais c'était interne à notre université, sur les outils de la pragmatique ou de l'analyse interactionnelle multimodale appliquée à la médiation. Et c'est ça qu'on a commencé à, voilà, à prendre contact avec les médiateurs. Et on a toujours l'hypothèse qui est vraiment naïve, vraiment, je crois, claire, que ce que le médiateur, le facilitateur fait dans cette interaction qui est formelle, institutionnalisée, assez fixe, non ? Ce que ce médiateur-là fait n'est pas différent de ce qu'on fait spontanément
d'une façon beaucoup plus intuitive quand on voit ou quand on perçoit un conflit. Donc si là, je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va toujours, il est probable que quelqu'un, si on voit un peu voilà, le conflit, normalement il y a des gens qui ne sont pas désignés pour être médiateurs, médiatrices, mais qui le font. Donc on le fait à l'interaction. Donc le but de ces deux projets, après on a développé ça et finalement c'est le financement public. On veut comparer ce qu'on fait à l'interaction spontanée quand on gère l'accord de désaccord et on veut comparer ça à ce qui se passe à la médiation professionnelle. Mais en fait ce qu'on a voulu construire c'est un modèle, voilà, des catégories organisées pour expliquer soit le truc spontané, soit le truc formel, parce qu'à la fin on fait les mêmes choses. Voilà, on pose des questions à différents niveaux. Voilà, on peut d'abord analyser la nature du conflit lui-même, et après, on voit les participants, on voit par exemple tous les rôles de pouvoir, voilà, contexte, on départ de l'externe, et puis on va à l'interne. Si on va à l'interne, on analyse voilà, ce qu'il fait le médiateur, on trouve des choses qu'on fait couramment dans l'interaction. Donc voilà, on compare, on dirait, et c'est pour ça qu'on est arrivé, voilà, et une fois qu'on a la collaboration avec les médiateurs, on veut de plus en plus enregistrer et avoir ces données-là, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont intéressés, et en plus, on nous a demandé peut-être d'intervenir à la formation homologuée que notre gouvernement régional va offrir au futur. Donc on a dit, bon, on pourrait le faire, on aimerait le faire, mais on veut voir, on veut analyser dans les réels, sinon on va, en espagnol on dit pedalear en la nada. Donc, voilà, on va faire des hypothèses, on veut voir ce qui se passe. Et c'est vrai qu'en Espagne, on n'enregistre jamais les médiateurs. Et ça a été vraiment super dur, parce qu'il y a un truc de confidentialité, et c'est vrai que les données en elles-mêmes, elles sont de catégorie rouge, en termes de c'est super délicat, il y a des trucs pénals, prison impliqués, mineurs, donc c'est compliqué, c'est toute la panoplie, mais finalement c'est fascinant de voir. Bueno, ya he contado un poco mi vida, j'ai raconté un peu ma vie, mais on veut faire ça. Donc, from disagreement to mediation. So, d'abord, c'était les accords, multimodal patterns for disagreement, et maintenant, c'est comment on peut passer du désaccord à la médiation. Et aussi, on a voilà, une perspective de tout ce qui est médiation, désaccord, c'est un truc émergent. On le voit émerger partout dans l'interaction spontanée, et c'est vrai que la médiation formalise, stylise, perfectionne, institutionnalise ce qu'on fait au réel. Et ça, c'est un argument important aussi pour les médiateurs. Voilà, on est expert, on sait ce qui se passe dans l'interaction humaine en général. Donc, ce que vous faites, c'est vous parler à la fin. Et ils sont conscients, et c'est vrai qu'on leur dit, mais voilà, c'est pas mal de choses, pas nous, hein, c'est notre discipline, c'est pas mal de choses de ce qui se passe quand on parle face à face, donc on pourrait peut-être vous aider. De travail. Ouais. Pour eux, voilà, c'est l'instrument central. L'instrument central, ils travaillent un peu dans ces domaines, un peu intuitivement, ils le font bien, mais ils ne savent pas pourquoi. Et normalement, on donne du feedback, on ne peut pas leur dire vous le faites bien ou mal, parce que nous ne sommes pas nous sommes médiateurs, donc on dit non, vous ne pouvez rien dire parce que c'est super difficile. On dit toujours là, où est-ce que vous avez vu qu'il y avait un petit problème? Ils disent là, donc on dit peut-être c'est parce que, et voilà, on fait une petite diagnose de ce qui a pu mal se dérouler. Merci beaucoup. Merci. Merci. J'avais juste une petite remarque, parce que moi, quand tu as présenté ces extraits, ça m'a fait vraiment penser à ce qui a été déjà analysé en analyse interactionnelle pour tout ce qui est interaction en session psychanalytique, psychologique. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est le truc, l'interaction transformationnelle à la Hansi Parapila, en fait. Les données, donc les différentes phases du récit en sciences psychanalytiques, où on a une phase
une transition, je dirais presque, dans laquelle on passe de la donnée factuelle à ce que tu as vécu, ce que tu as ressenti. Et donc c'est ça, c'est cet écart qui permet d'aller au-delà et de construire, bon, en situation psychologique, ce qui est la conscience, et après l'évolution, etc. Mais donc moi je pense, et je trouvais en fait dans la perspective interactionniste un peu dommage, parce que c'est ce qui manque en fait, parce qu'on est souvent focalisé sur le récit et la reconstitution aussi des enchaînements diachroniques, temporels, etc. Mais ce qui manque, c'est peut-être qu'est-ce que ça déclenche cet écart. À un moment donné, il faut arrêter de penser effectivement à la donnée du récit, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a eu, dont on a eu l'expérience en fait, et de parler plutôt sur ce qui a été ressenti en fait. C'est genre de l'évaluation? Ça va dans le sens que, bon, l'autre disait le truc moralisant, donc mais qu'est-ce que vous avez pensé de vous quand vous avez fait ça? Mais ça peut être aussi dans la direction de la prise de conscience. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Maintenant que vous avez de la distance, maintenant que vous connaissez quelqu'un la situation, alors qu'est-ce que ça vous fait en fait? Et comment vous revivez le moment que vous avez, qu'on a reconstitué? Voilà, c'est plutôt de l'ordre de la reconstitution. Et donc ça m'a fait cliquer, donc ça c'est une remarque, et la question est, j'arrive à la question, est-ce qu'il y a effectivement des stratégies interactionnelles qui permettent de pointer cet écart? Donc est-ce qu'on a des ressources qui permettent de indexer cette phase transitionnelle où à partir de la donnée factuelle, on passe à la prise de conscience au moment du vécu, de ce qui s'est passé à l'intérieur de moi, pas à l'extérieur. Et donc qui a présidé peut-être à des choses qui se sont passées et que moi j'ai commis, voilà, j'ai réalisé, j'ai effectué, et ont eu un impact dont on n'était pas trop conscient à l'instant T, voilà, dans le passé. Merci beaucoup. Là, il y a plein de choses. Première chose, c'est intéressant de voir, tu as vu le truc un peu psychanalytique, et c'est vrai qu'on a tourné d'une vision aussi de la médiation en tant que chose un peu transactionnelle. Voilà, on se met d'accord, clac. Et peut-être au domaine pénal, c'est un peu plus difficile de le voir. Par exemple, en domaine familial, des couples qui se séparent et qui doivent se mettre d'accord en termes de visite, nanana. Donc là, on peut avoir un but transactionnel qui est vraiment de trucs pratiques. Donc, on a tourné de ça à ce qu'on appelle la médiation transformative. Y se habla de la perspectiva transformativa de la médiation. Ça veut dire, dans la médiation, il y a une petite transformation, les liens, les rapports changent un peu, et surtout au domaine familial, parce que c'est vrai que dans la médiation pénale, les liens sont beaucoup plus complexes, mais surtout dans la médiation familiale, on veut que quelque chose se transforme pour qu'ils arrivent à se comprendre au futur, qu'on ne doive pas aller au juge tout le temps pour se mettre d'accord qui va voir qui, à quelle heure, les week-ends, nanana. Donc c'est vrai qu'on a une démarche transformative qui est liée aux transformations psychologiques plus profondes. Donc on va vers là, et ça c'est clair. C'est pas si clair dans le domaine pénal parce que c'est quand même délicat. Mais à la fin, on a vu ça, on a vu, voilà, qu'est-ce que tu pensais, nanana. On peut avoir aussi l'évaluation pendant que les choses se passent et les évaluations ex post. Alors, qu'est-ce que tu en penses maintenant? Et qu'est-ce que tu en penses maintenant quand tu as entendu parler de l'autre partie? Donc, il y a une succession d'évaluations ex post qui est super intéressante. Mais ça te fait penser, bien sûr, à la thérapie. Et ça, c'est un domaine qu'on a touché aussi. Pas directement maintenant, mais on a accès, par exemple, à des données énormes en espagnol de thérapie de couple. Donc, c'est vrai que le thérapeute, lui, par exemple, il n'est pas un médiateur formellement, mais c'est vrai qu'il fait, voilà, le rôle de médiateur à un moment donné. Et par exemple, dans la thérapie de couple, il y a un modèle qui est vraiment, qui a du succès, qui est en train d'être validé dans le monde hispanophone, qui s'appelle Terapia Focalizada en Emociones, Emotionally Focused Therapy. Et là, le thérapeute, ce qu'il ou elle veut faire, c'est déclencher les émotions profondes.
Okay. C'est pas de parler de quand est-ce qu'on se... Cuando peleamos. C'est la question de comment tu te sens à ce moment-là. Et là, on voit des stratégies multimodales vraiment super claires. On arrête les paroles parfois et vraiment, voilà. Moi, j'ai pu analyser une session de... C'était un argentino. Un argentino mediando en la terapia de pareja. Donc, il touchait même les gens. Il touche. Donc, on gère l'espace aussi. Et quand il perçoit le moment déclencheur, et là, on cherche ça. On cherche qu'il y ait un momento de clic. On cherche ça, le moment de clic où on arrête de parler des trucs pratiques. Voilà, on se plaint, comment tu te sens ça, et ça c'est basé dans la théorie del apego. C'est quoi en français? La théorie de l'attachement, le truc psychologique. Donc on essaie de commencer au superficiel et d'arriver à la théorie. Donc là, il y a un déclencheur super clair. Et là, voilà, on a eu pas mal de déclencheurs, mais c'était un peu plus le facilitateur on est arrivé là, c'est ça ce que je veux. Et le signal même, physiquement. Donc normalement, c'est vrai que este facilitador, pas dans une conférence, mais d'après ce que j'ai vu dans les séances multimodales, il gère beaucoup en horizontal la prise de parole, tout le temps, où il fait comme ça. Et à un moment donné, quand il peut s'arrêter parce que quelque chose d'intéressant s'est passé ou s'est dit, non, il gesticule un peu soi-même, donc il s'arrête. C'est vrai qu'il contrôle beaucoup la parole comme ça. On pourrait donc les moments transformatifs, ça on le cherche, on connaît que ça se passe, mais c'est vrai que ici c'est plutôt aux séances individuelles où peut-être il trouve les déclencheurs, les éléments qui puissent transformer un peu le récit et la relation entre les parties. C'est peut-être pas exactement à la séance ensemble même, mais avant. Dans les genres de médiation, c'est super intéressant. Et c'est vrai que tout ce qui est thérapie de couple est aussi basé à la thérapie verbale, interactionnelle en général, vis-à-vis psychologue, psychanalyste et patient, client, on dirait pas, j'aime pas dire client. Il y a des gens même qui disent les clients de la médiation. Mais le counseling, c'est le client en fait. Hein. C'est aussi un français. On parle de client. C'est une traduction un peu maladroite de l'anglais, je pense. Hein, de patient. Et c'est vrai que bon, ça c'est un service public, on ne peut pas parler de clients. Mais c'est vrai qu'il y a des médiateurs qui le font en privé, chaque fait qui gagne de l'argent avec ça. C'est un peu compliqué. Mais c'est fascinant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc merci. Je rappelle quand même donc Inès est chercheuse invitée et donc on a une séance de travail demain où elle présente des données sur on va je vais faire un peu le zooming sur 2 extraits pour voir un peu la structure du récit, la fonction du récit. Oui, c'est plutôt pour construire sa candidature à l'Ostudium, donc c'est quelque chose qui va vraiment dans le sens de vraiment un peu argumenter ce qu'elle pourra faire si sa candidature est retenue l'année prochaine. Cette séance, elle n'a pas été annoncée, mais... et voilà, mais vous êtes colliés si jamais vous voulez participer. C'est demain à 13h en salle 248. Donc vraiment, en 056. 16h56. Donc on a réservé 2 salles, ça veut dire que je l'ai réservé. Ah, mais on a réservé 248, donc voilà, on peut aller aussi. On se verra 248 et après on décidera. Voilà, et après on décidera. Si tu veux. Parfait. Merci beaucoup à vous tous. Allez, on coupe. Spontané, soit le truc formel, parce qu'à la fin, on fait les mêmes choses. Voilà, on pose des questions à différents niveaux. Voilà, on peut d'abord analyser la nature du conflit lui-même, et après, on voit les participants, on voit par exemple tous les rôles de pouvoir, voilà, contexte, on départ de l'externe, et puis on va à l'interne. Si on va à l'interne, on analyse voilà, ce qu'il fait le médiateur, on trouve des choses qu'on fait couramment dans l'interaction. Donc voilà, on compare, on dirait.
Et c'est pour ça qu'on est arrivé, voilà, et une fois qu'on a la collaboration avec les médiateurs, on veut de plus en plus enregistrer et avoir ces données-là parce qu'il y a pas mal de gens qui sont intéressés. Et en plus, on nous a demandé peut-être d'intervenir à la formation homologuée que notre gouvernement régional va offrir en futur. Donc on a dit, bon, on pourrait le faire, on aimerait le faire, mais on veut voir, on veut analyser dans les réels, sinon on va, en espagnol on dit pedalear en la nada. Donc, voilà, on va faire des hypothèses, voilà, on veut voir ce qui se passe. Et c'est vrai qu'en Espagne, on n'enregistre jamais les médiateurs. Et ça a été vraiment super dur, parce qu'il y a un truc de confidentialité, et c'est vrai que les données en elles-mêmes, elles sont de catégorie rouge, en termes de c'est super délicat, il y a des trucs pénals, prison impliqués, mineurs, donc c'est compliqué, c'est toute la panoplie, mais finalement c'est fascinant de voir... Bueno, ya he contado un poco mi vida, j'ai raconté un peu ma vie, mais on veut faire ça. Donc, from disagreement to mediation. So, d'abord, c'était les accords, multimodal patterns for disagreement, et maintenant, c'est comment on peut passer du désaccord à la médiation. Et aussi, on a voilà, une perspective de tout ce qui est médiation, désaccord, c'est un truc émergent. On le voit émerger partout dans l'interaction spontanée, et c'est vrai que la médiation formalise, stylise, perfectionne, institutionnalise ce qu'on fait au réel. Et ça, c'est un argument important aussi pour les médiateurs. Voilà, on est expert, on sait ce qui se passe dans l'interaction humaine en général. Donc, ce que vous faites, c'est vous parler à la fin. Et ils sont conscients, et c'est vrai qu'on leur dit, mais voilà, c'est pas mal de choses, pas nous, hein, c'est notre discipline, c'est pas mal de choses de ce qui se passe quand on parle face à face, donc on peut peut-être vous aider. De travail. Ouais. Pour eux, voilà, c'est l'instrument central. L'instrument central, ils travaillent un peu dans ces domaines, un peu intuitivement, ils le font bien, mais ils ne savent pas pourquoi. Et normalement, on donne du feedback, on ne peut pas leur dire vous le faites bien ou mal, parce que nous ne sommes pas des... Nous sommes des médiateurs, encore une... Non, vous ne pouvez rien dire parce que c'est super difficile. On dit toujours là, où est-ce que vous avez vu qu'il y avait un petit problème? Ils disent là, donc on dit peut-être c'est parce que, et voilà, on fait une petite diagnose de ce qui a pu mal se dérouler. Merci beaucoup. Merci. J'avais juste une petite remarque, parce que moi, quand tu as présenté ces extraits, ça m'a fait vraiment penser à ce qui a été déjà analysé en analyse interactionnelle pour tout ce qui est interaction en session psychanalytique, psychologique. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est le truc, l'interaction transformationnelle à la encyclopédia, en fait. Les données, donc les différentes phases du récit en sciences psychanalytiques, où on a une phase, une transition, je dirais, presque, dans laquelle on passe de la donnée factuelle à ce que tu as vécu, en fait, ce que tu as ressenti. Et donc c'est ça, c'est cet écart qui permet d'aller au-delà et de construire, bon, en situation psychologique, ce qui est la conscience, et après l'évolution, etc. Mais donc moi je pense, et je trouvais en fait dans la perspective interactionniste un peu dommage, parce que c'est ce qui manque en fait, parce qu'on est souvent focalisé sur le récit et la reconstitution aussi des enchaînements diachroniques, temporels, etc. Mais ce qui manque, c'est peut-être qu'est-ce que ça déclenche cet écart, qu'à un moment donné, il faut arrêter de penser effectivement à la donnée du récit, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a eu, dont on a eu l'expérience en fait, et de parler plutôt sur ce qui a été ressenti en fait. C'est genre de l'évaluation? Dans le sens de ça va dans le sens que, bon, l'autre disait le truc moralisant, donc mais qu'est-ce que vous avez pensé de vous quand vous avez fait ça? Mais ça peut être aussi dans la direction de la prise de conscience. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Maintenant que vous avez de la distance, maintenant que vous connaissez quelqu'un la situation, alors qu'est-ce que
ça vous fait, en fait, et comment vous revivez le moment que vous avez, qu'on a reconstitué. Voilà, c'est plutôt de l'ordre de la reconstitution. Et donc ça m'a fait cliquer, donc ça c'est une remarque, et la question est, j'arrive à la question, est-ce qu'il y a effectivement des stratégies interactionnelles qui permettent de pointer cet écart? Donc est-ce qu'on a des ressources qui permettent de indexer cette phase transitionnelle où, à partir de la donnée factuelle, on passe à la prise de conscience au moment du vécu, de ce qui s'est passé à l'intérieur de moi, pas à l'extérieur. Et donc qui a présidé peut-être à des choses qui se sont passées et que moi j'ai commis, voilà, j'ai réalisé, j'ai effectué, et ont eu un impact dont on n'était pas trop conscient à l'instant T, voilà, dans le passé. Merci beaucoup. Là, il y a plein de choses. Première chose, c'est intéressant de voir, tu as vu le truc un peu psychanalytique, et c'est vrai qu'on a tourné d'une vision aussi de la médiation en tant que chose un peu transactionnelle. Voilà, on se met d'accord, clac. Et peut-être au domaine pénal, c'est un peu plus difficile de le voir. Par exemple, en domaine familial, des couples qui se séparent et qui doivent se mettre d'accord en termes de visite, nanana. Donc là, on peut avoir un but transactionnel qui est vraiment de trucs pratiques. Donc, on a tourné de ça à ce qu'on appelle la médiation transformative. Il se habla de la perspectiva transformativa de la médiation. Ça veut dire, dans la médiation, il y a une petite transformation, les liens, les rapports changent un peu, et surtout au domaine familial, parce que c'est vrai que dans la médiation pénale, les liens sont beaucoup plus complexes, mais surtout dans la médiation familiale, on veut que quelque chose se transforme pour qu'ils arrivent à se comprendre au futur, qu'on ne doive pas aller au juge tout le temps pour se mettre d'accord qui va voir qui, à quelle heure, les week-ends, nanana. Donc c'est vrai qu'on a une démarche transformative qui est liée aux transformations psychologiques plus profondes. Donc on va vers là, et ça c'est clair. C'est pas si clair dans le domaine pénal parce que c'est quand même délicat. Mais à la fin, on a vu ça, on a vu, voilà, qu'est-ce que tu pensais, nanana. On peut avoir aussi l'évaluation pendant que les choses se passent et les évaluations ex post. Alors, qu'est-ce que tu en penses maintenant? Et qu'est-ce que tu en penses maintenant quand tu as entendu parler l'autre partie? Donc, il y a une succession d'évaluations ex post qui est super intéressante. Mais ça te fait penser, bien sûr, à la thérapie. Et ça, c'est un domaine qu'on a touché aussi. Pas directement maintenant, mais on a accès, par exemple, à des données énormes en espagnol de thérapie de couple. Donc, c'est vrai que le thérapeute, lui, par exemple, il n'est pas un médiateur formellement, mais c'est vrai qu'il fait, voilà, le rôle de médiateur à un moment donné. Et par exemple, dans la thérapie de couple, il y a un modèle qui est vraiment, qui a du succès, qui est en train d'être validé dans le monde hispanophone, qui s'appelle Terapia Focalizada en Emociones, Emotionally Focused Therapy. Et là, le thérapeute, ce qu'il ou elle veut faire, c'est déclencher les émotions profondes. C'est pas de parler de quand est-ce qu'on se... Cuando peleamos. C'est la question de comment tu te sens à ce moment-là. Et là, on voit des stratégies multimodales vraiment super claires. On arrête les paroles parfois et vraiment, voilà. Moi, j'ai pu analyser une session de... C'était un argentino. Un argentino mediando en la thérapie de pareja. Donc, il touchait même les gens. Il touche, donc on gère l'espace aussi. Et quand il perçoit le moment déclencheur, et là on cherche ça, on cherche qu'il y ait un momento de clic, on cherche ça, le moment de clic où on arrête de parler des trucs pratiques, voilà, on se plaint, comment tu te sens, ça, et ça c'est basé dans la théorie del apego. C'est quoi en français? La théorie de l'attachement, le truc psychologique. Donc on essaie de commencer